Au cours des dernières années de la Première Guerre mondiale, alors que l'empire austro-hongrois s'effondrait sous la pression de la guerre, du nationalisme et des divisions internes, une idée a surgi qui aurait pu changer radicalement l'histoire européenne. La transformation de l'Empire en une fédération appelée les États-Unis d'Autriche. Cela évoque une histoire d'univers alternatif, mais il s'agissait d'une proposition réelle pour sauver l'Empire en ruine, en offrant l'autonomie à ces nombreux groupes ethniques dans une structure fédérale. Quelque chose comme le modèle des États-Unis, mais en Europe centrale au XXe siècle. Dans cette vidéo, je vais explorer cette proposition. Son origine, ses partisans, ses opposants, les raisons de son échec et ce qu'aurait pu être le monde si elle avait réussi. La Première Guerre mondiale a redessiné les frontières et fait disparaître des empires. Les empires russes, allemands, ottomans et austro-hongrois ont tous été balayés en seulement quelques années. Mais tous ces effondrements n'étaient pas inévitables, du moins pas de la façon dont ils se sont produits. L'empire austro-hongrois, par exemple, a failli tenter quelque chose de très différent avant de s'effondrer complètement. On l'appelait les États-Unis d'Autriche, un projet proposé pour transformer l'ancien empire en une fédération moderne, où chacun des grands groupes ethniques et culturels aurait son propre État sous un même parapluie impérial. D'abord, nous devrions donner un rapide contexte historique. L'Empire austro-hongrois était, à bien des égards, un dinosaure politique. Au début du XXe siècle, il avait été assemblé à partir de divers anciens royaumes, duchés et régions ethniques. Après le compromis austro-hongrois de 1867, l'Empire était déjà essentiellement divisé en deux. L'Autriche, qui contrôlait la région connue sous le nom de Cislétanie, et la Hongrie, qui contrôlait la Translétanie. Chacune avait son gouvernement, ses lois et son parlement, mais toutes dépendaient du même empereur et partageaient l'armée et la politique étrangère. Le compromis a aidé à équilibrer le pouvoir entre les Allemands autrichiens et les Magyars hongrois, mais il a complètement ignoré les autres grands groupes de l'Empire, les Slaves, les Polonais, les Roumains, même les Italiens et quelques autres. Ces groupes étaient souvent des citoyens de seconde classe dans leur propre patrie. En Hongrie, les Magyars au pouvoir ont adopté des politiques de magyarisation, cherchant à imposer la langue et la culture hongroise aux minorités comme les Slovaques, Croates et Roumains. L'Autriche était un peu plus tolérante, mais restait loin d'être équitable alors que le nationalisme balayait l'Europe. Au XIXe et début du XXe siècle, les habitants de l'Empire commencèrent à s'identifier moins à la monarchie des Habsbourg et davantage à leur communauté ethnique ou linguistique. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois était déjà fragile. En 1917-18, il était clair que l'Empire vivait ses derniers jours. La guerre avait été un désastre. Il y avait des pénuries alimentaires, de l'inflation, des défaites militaires et des désertions massives. Toutes ces choses déchiraient l'Empire. Le gouvernement central à Vienne n'avait plus de crédibilité. L'empereur de l'époque, Charles Ier d'Autriche, ou Karl Ier, avait succédé à Franz Joseph en 1917 et était beaucoup plus réformateur que son oncle. Il pensait que pour sauver l'Empire, il fallait le transformer d'une double monarchie en un État fédéral permettant à chaque groupe ethnique de s'autogouverner tout en restant dans une entité politique plus large. Cela a conduit à l'annonce du manifeste impérial, parfois appelé le manifeste du peuple, le 16 octobre 1918. Dans ce document, Charles a déclaré son intention de réorganiser la partie autrichienne de l'Empire en une fédération d'États nationaux autonomes. Cet État fédéral maintiendrait l'Empire avec un empereur, une armée, une politique étrangère, mais chaque nationalité gérerait ses affaires internes. Le manifeste ne concernait en réalité que la partie autrichienne de l'Empire. La Hongrie, après le compromis de 1867, avait son propre gouvernement et s'opposait fermement à toute fédéralisation ou à plus d'autonomie pour les nationalités sous son contrôle. Le but était d'accorder assez d'autonomie aux Tchèques, Polonais, Slaves, Ukrainiens et autres pour éviter leur indépendance totale. Mais à quoi cela ressemblerait-il sur une carte ? Le manifeste étant vague, c'était sans doute là le problème. Mais d'après ce que Charles et ses conseillers semblaient envisager,
on peut se faire une idée approximative de ce que la nouvelle structure fédérale aurait pu inclure. D'abord, une Autriche allemande, le noyau germanophone de l'Empire avec Vienne, la Haute et Basse-Autriche, le Tyrol et la Styrie, puis la Bohême et la Moravie, formeraient un État tchèque, proche de l'actuelle République tchèque. La Galicie serait divisée entre les Polonais à l'ouest et les Ukrainiens ou Rutènes à l'est. La Carniole, la Carinthie à majorité slovène, la Croatie et la Slavonie formeraient une région sud-slave, éventuellement avec la Dalmatie et la Bosnie. La Bosnie-Herzégovine pourrait devenir autonome grâce à son mélange unique de croates, serbes et bosniaques. Ce qui perdure aujourd'hui. La Transylvanie, difficile car contrôlée par la Hongrie. Ils y avaient une minorité, mais les Roumains constituaient une grande partie de la population. La Bucovine, région multiethnique d'Ukrainiens, Roumains, Allemands, Trieste et Tyrol du Sud, zones italophones. Cela aurait été contesté, l'Italie montrant que la solution fédérale ne résoudrait pas tout. Et la Hongrie, qui en théorie pourrait être sa propre entité au sein de la fédération, mais qui en réalité a totalement rejeté l'idée. Ce système aurait pu donner 10 à 15 États membres selon le tracé des frontières et la participation de la Hongrie. Chaque entité aurait eu sa législature, son administration et ses droits culturels, gérant éducation, lois linguistiques et économie locale, tandis que le gouvernement fédéral s'occupait de la défense et de la diplomatie. L'empereur était la force motrice de la proposition des États-Unis d'Autriche. Il était l'un des rares monarques en Europe à l'époque qui ait réellement tenté d'introduire des réformes libérales. Sa vision était soutenue par plusieurs hommes politiques modernes, en particulier à Vienne et parmi les petits groupes ethniques qui craignaient d'être engloutis par de plus grands nationalismes. Certains dirigeants slovènes, croates et rutènes étaient prudemment optimistes quant au fédéralisme, le considérant comme un meilleur choix que d'être gouverné par les Hongrois ou d'être absorbé dans un nouvel État inconnu. Des intellectuels, bureaucrates libéraux et figures ecclésiastiques considéraient cela comme le seul moyen de préserver la nature multiculturelle de l'Empire. Mais l'élite de Vienne ne voulait pas voir la capitale réduite à une ville de province dans un minuscule État germano-autrichien. Ainsi, malgré ses nobles intentions, la proposition n'avait pratiquement aucune chance de réussir. L'opposition était écrasante. Dès le début, la Hongrie a rejeté l'idée, l'élite voyant le fédéralisme comme une menace à son pouvoir. Le Parlement hongrois n'avait aucun intérêt à accorder l'autonomie aux Slovaques, aux Roumains ou aux Croates. Au moment où Charles a annoncé le manifeste, la Hongrie a proclamé son indépendance totale de l'Autriche le 31 octobre 1918, marquant la fin de la double monarchie. Ils ignoraient que cela mènerait au traité de Trianon et à la perte de toutes leurs terres. Le fédéralisme semblait probablement être une très bonne idée à ce moment-là, mais il était trop tard. Mais aussi, les principaux mouvements nationalistes, en particulier les Tchèques, les Polonais et les Slaves du Sud, avaient dépassé l'idée de réforme. Ils avaient collaboré avec la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis pour obtenir reconnaissance et indépendance totale. Les Alliés eux-mêmes n'avaient aucun intérêt à garder l'Empire uni. Ils pensaient que démanteler l'Autriche-Hongrie affaiblirait durablement l'Allemagne et ses alliés. Les 14 points du président Woodrow Wilson, vus dans les vidéos précédentes, mentionnaient l'autodétermination, utilisée par les nationalistes pour revendiquer l'indépendance. L'Italie s'était aussi vue promettre le Tyrol du Sud, l'Istrie et la Dalmatie en échange de son entrée en guerre avec les Alliés. Enfin, l'armée et l'économie de l'Empire s'effondraient déjà. Plus d'armée pour imposer des réformes, plus d'argent pour payer les fonctionnaires, et aucune confiance entre les groupes ethniques. Leur principal problème était que l'idée est venue trop tard. Les identités nationales s'étaient solidifiées. Les gens ne se considéraient plus comme des sujets loyaux des Habsbourg, mais comme des Tchèques, des Slovaques, des Slovènes, des Polonais ou des Croates. La guerre les avait poussés à bout. Mais supposons que cela se soit produit. Imaginons que cela se soit produit en 1916 quand ils étaient encore forts et auraient pu vraiment décentraliser le gouvernement et créer une constitution fédérale. Voici quelques-uns des résultats possibles. Un super-État d'Europe centrale, une union fédérale forte et multiculturelle aurait pu émerger, anticipant l'Union européenne. Avec plus de 50 millions d'habitants, cela aurait été l'un des plus grands pays d'Europe. Deuxièmement, pas d'annexion nazie de l'Autriche. Sans une Autriche allemande incapable d'absorber, Adolf Hitler aurait sans doute eu plus de difficultés à s'étendre à l'Est. L'Anschluss n'aurait sans doute pas eu lieu,
ou aurait été plus contestée. Une Autriche fédérale forte aurait pu constituer un rempart contre les ambitions allemandes et soviétiques, et le chaos de la Yougoslavie aurait pu être évité au lieu de créer une union fragile entre Slaves du Sud. Un système fédéral aurait peut-être permis à chacun d'eux de conserver sa propre identité. Les droits des minorités auraient été protégés, au lieu d'importantes minorités allemandes en Tchécoslovaquie ou hongroises en Roumanie, cause majeure de conflits. Les années suivantes, le système fédéral aurait pu garantir à tous des droits culturels et linguistiques. Et enfin, c'est tiré par les cheveux. Mais il est possible qu'une Europe centrale stable aurait réduit les causes et la probabilité d'une seconde guerre mondiale, ou du moins changé la façon dont elle s'est déroulée. Bien sûr, ce n'aurait pas été une utopie. Il y avait de vrais risques, divisions internes, lutte de pouvoir, réactions autoritaires et ingérences étrangères. Les États-Unis d'Autriche pourraient sembler n'être qu'une note de bas de page dans l'histoire. Mais c'était une véritable chance, aussi mince soit-elle, de sauver l'un des empires les plus complexes d'Europe de manière pacifique et même moderne. Cela a échoué surtout car c'était trop tard, et peu attractif pour ceux pensant déjà au-delà de l'empire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois ici sur Armchair Historian Télévision pour plus de culture générale.